Bonjour et bienvenue à tous dans cette séance de génie mécanique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon qui entre dans le cadre du chapitre 4, transmission de mouvement. La leçon, c'est concernant la transmission sans transformation de mouvement avec modification de vitesse angulaire. Les réducteurs à engrenage et les boîtes de vitesse plus exactement. Alors, le plan de la leçon. Donc, on va voir deux parties. La première partie, ça concerne la transmission par un train d'engrenage simple, définition et terminologie, rapport de transmission, sens de rotation, exemple, rendement, couple et puissance, application. La deuxième partie, ça concerne la transmission par boîte de vitesse. Donc, on va voir le principe, exemple de boîte de vitesse, à savoir, on va voir la boîte de vitesse à crabeau, boîte de vitesse à pignon baladeur, boîte de vitesse du tour Pinachot qui se trouve sur vos manuels d'activité. Ensuite, la boîte des avances de la fraiseuse Milko qui se trouve aussi sur vos manuels d'activité. La boîte de vitesse manuelle d'automobile, c'est une activité aussi. Et on va traiter une application. On commence par définition et terminologie. Alors, on appelle un train d'engrenage, c'est un ensemble de plusieurs engrenages qui transmettent un mouvement de rotation avec un rapport de vitesse désiré. Comme le montre la photo, alors ici on a un arbre d'entrée, c'est l'arbre moteur, qui va tourner avec une rotation Nm. À ce niveau-là, on a un train d'engrenage parce qu'on voit des roues dentées, donc un train d'engrenage de rapport R. Et à la sortie, on voit l'arbre de sortie et il va tourner avec une vitesse de sortie différente de Nm. Avec une petite remarque, si Ns est inférieur à Nm, ça veut dire si l'arbre de sortie tourne moins vite que l'arbre d'entrée, on dit qu'on a un réducteur de vitesse. Si l'arbre d'entrée tourne avec une vitesse plus grande que l'arbre d'entrée, donc on dit qu'on a un multiplicateur de vitesse. Toujours dans définition et terminologie, on distingue deux types de trains d'engrenage. Donc, à savoir les trains simples. Quand est-ce qu'on dit un train est simple? Un train d'engrenage est dit simple quand les axes des différentes roues occupent une position invariable par rapport au bâti. On voit des exemples ici. Alors, le premier exemple, c'est un train d'engrenage à axe parallèle. Alors, il est dit simple parce que les axes des arbres ne bougent pas par rapport au bâti. Ça veut dire qu'ils vont garder toujours la même position. Ici, on voit un réducteur entre une vis et une roue, entre une vis sans fin et une roue. Donc, c'est un réducteur à axes orthogonaux, mais toujours les axes des arbres ne bougent pas par rapport au bâti. Ici, on voit un réducteur à axes concurrents avec un engrenage conique. Et toujours, on a la même chose, la même disposition, c'est-à-dire les axes des arbres ne bougent pas par rapport au bâti. Donc, ce type de réducteurs, on les appelle des réducteurs simples. Les trains épicycloïdaux, alors, on les appelle des trains épicycloïdaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des roues dentées, mais leurs axes bougent par rapport au bâti. Donc, on les appelle des satellites. Bien sûr, les trains épicycloïdaux, pour nous, pour le programme de la 4e année, ne font pas l'objet de notre étude. Alors, ensuite, on dit contact extérieur. Quand est-ce qu'on dit qu'on a un contact extérieur? Le contact extérieur, c'est un contact entre deux roues à denture extérieure. Alors, comme le montre cette figure-là, donc vous voyez ici un pignon et une roue dentée. Le contact entre les deux, on l'appelle contact extérieur. On reconnaît le contact extérieur sur le schéma cinématique. Alors, ici, on voit le symbole du pignon, c'est-à-dire la petite roue. La grande roue, ce trait-là symbolise le contact entre les deux roues, donc c'est un contact extérieur. Quand est-ce qu'on dit qu'on a un contact intérieur? Le contact intérieur se fait entre une roue à denture extérieure et une roue à denture intérieure qu'on appelle aussi couronne. Alors, comme le montre cette image, ici on a un pignon, une roue, mais les dentures intérieures. Donc, le contact entre le pignon et la roue dentée, c'est un contact intérieur. On reconnaît ce contact intérieur sur le schéma cinématique. Lorsqu'on a, ça c'est le symbole du pignon, ça c'est la couronne. Donc le contact il est à ce niveau-là, donc ça c'est un contact intérieur. Ça va nous servir par la suite. Alors on dit aussi que dans ce cas-là, les roues 1 et 3 sont des roues menantes ou bien motrices. Pourquoi on dit ça? Alors ici on a l'arbre d'entrée. Il va entraîner le pignon 1. Et le pignon 1, c'est lui qui va entraîner en rotation la roue 2.
Donc on dit que le pignon 1, ou bien la roue 1, elle est menante ou bien motrice, et la roue 2, elle est réceptrice ou bien menée. Ici, le pignon 3 va entraîner en rotation la couronne 4, donc 3, on l'appelle roue menante ou bien roue motrice, et 4, roue réceptrice. Donc, roue menante, roue motrice, c'est elle qui entraîne, et les roues 2 et 4, dans ce cas-là, 2 et 4, sont des roues réceptrices ou bien des roues menées. Ensuite, le rapport de transmission. Alors, le rapport global dans un train d'engrenage, appelé aussi raison. Le rapport global raison de la transmission assurée par un train d'engrenage est le quotient de la vitesse de sortie NS par la vitesse d'entrée NE. Donc, RG égale à NS sur NE. Et il est égal aussi produit du nombre de dents des roues menantes sur produit du nombre de dents des roues menées. Alors, prenons un exemple pour appliquer cette formule. Ici, on a l'arbre d'entrée. Il va entraîner en rotation un pignon noté Z1. Le pignon Z1 va entraîner en rotation une roue 2. La roue 2, elle est encastrée sur un arbre intermédiaire, sur lequel se trouve un pignon 3 qui entraîne la couronne 4. Alors, si je vais appliquer cette formule, RG, je dirais RG égale N sortie sur N entrée. La vitesse de rotation à la sortie divisé par la vitesse de rotation à l'entrée. Alors, égal produit du nombre de dents des roues menantes. Alors, quelles sont les roues menantes? 1 est menante, 2 est menée, 3 est menante, 4 est menée. Donc, les roues menantes, c'est Z1, Z3, et les roues menées, c'est Z2 et Z4. Donc, RG égale à N sortie sur N entrée, égale Z1 fois Z3, les roues menantes, divisé par les roues menées, Z2 fois Z4. Cette écriture, je peux l'écrire sous cette forme-là. Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4. Alors, qu'est-ce que ça représente Z1 sur Z2? Le rapport global, donc Z1 sur Z2, c'est le rapport du premier couple. Je vais le noter, rapport 1, 2. Et Z3 sur Z4 ici, ça représente le rapport entre les roues 3 et 4. Donc, RG égale Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4, c'est R12 fois R34. Autrement dit, le rapport global égale le premier rapport fois le deuxième rapport. Donc, je peux tirer une petite conclusion. On peut retenir que le rapport global égale le produit des rapports des couples des roues constituant le train d'engrenage. Autrement dit, si on a un train d'engrenage de plusieurs rapports, il suffit de faire la multiplication des rapports pour trouver le rapport global. Alors, sens de rotation. Si je prends par exemple ce cas-là, un pignon qui va entraîner une roue dentée. Et si je compare le sens de rotation, je remarque que le pignon tourne dans un sens, la roue dentée tourne dans le sens contraire. Je conclus alors que l'engrenage à contact extérieur inverse le sens de rotation. Si par exemple, je prends ce cas-là. Alors, le contact entre un pignon et une couronne. Je remarque que le pignon tourne dans un sens et la couronne tourne dans le même sens. Je conclus alors que l'engrenage à contact intérieur conserve le sens de rotation. Si je prends cet exemple, un engrenage entre un pignon et une roue, et je vais intercaler entre les deux une deuxième roue dentée. Alors, dans ce cas-là, j'aurai deux contacts extérieurs. Donc, une première inversion de sens et une deuxième. Donc, je remarque que le sens de rotation entre l'entrée et la sortie, c'est le même. Donc, avec deux contacts extérieurs, le sens est conservé. Deux contacts extérieurs permettent de conserver le sens de rotation. Alors, je peux tirer une conclusion. Si je désigne par petit n le nombre de contacts extérieurs, dans ce cas-là, n égale à 1 contact extérieur, donc le sens est inversé. Dans ce cas-là, n égale à 2 contacts extérieurs, donc je garde le même sens. Si n est pair, dans ce cas-là, 2, c'est le même sens. L'arbre de sortie tourne dans le même sens que l'arbre d'entrée. Si n est impair, 1, dans ce cas-là, l'arbre de sortie tourne dans le sens contraire que l'arbre d'entrée. Ça, c'est pour le sens de rotation.
Alors, prenons des exemples. Premier exemple, je vais voir comment je vais appliquer la formule du rapport et comment je détermine le sens de rotation. Alors, pour le rapport global, ici, dans cet exemple, on a l'arbre d'entrée qui entraîne en rotation un pignon 1. 1 va entraîner 2. Ensuite, 2 est encastré avec 3 sur le même arbre intermédiaire. 3 va entraîner 4. Je vais appliquer la première formule. Je dirais que RG égale N sortie sur N entrée, ou bien produit du nombre de dents des roues menantes sur produit du nombre de dents des roues menées. Roue menante, c'est Z1. Roue menée, c'est Z2. Donc, j'ai Z motrice ou bien Z menante sur Z menée, Z1 sur Z2, fois le deuxième rapport, Z3 sur Z4, 3 est menante, 4 est menée, fois Z3 sur Z4. Pour déterminer le sens de rotation, il suffit de compter le nombre de contacts extérieurs. Alors, j'ai un premier contact à ce niveau, entre 1 et 2. J'ai reconnu le contact extérieur comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est au niveau de ce trait-là. Et un deuxième contact entre 3 et 4, donc n égale à 2. 2, c'est un nombre pair, donc j'ai le même sens de rotation. L'entrée et la sortie tournent dans le même sens. Deuxième exemple, alors ici c'est l'entrée, Z1 entraîne Z2, Z2 va entraîner avec elle Z3, Z3 va entraîner une roue 4, et la roue 4 va entraîner une roue 5. Donc j'ai une roue intermédiaire entre 3 et 5. Pour calculer le rapport global, Z1 menante Z2 menée, donc Z1 sur Z2, Z3 menante Z4 menée, donc fois Z3 sur Z4, fois Z4 menante Z5 menée. Je remarque ici que j'ai Z4 que je peux simplifier. Donc ça me donne enfin Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z5. Je remarque alors ici que Z4 n'a pas d'influence sur le calcul du rapport. D'ailleurs, on l'appelle la roue folle, mahboul. C'est-à-dire, elle n'a pas d'influence sur le calcul de la vitesse. Mais pourquoi elle existe alors? Alors, si je vais voir le sens de rotation, faites attention avec moi, si je vais compter le nombre de contacts extérieurs dans ce cas, j'ai un premier contact ici, un deuxième contact entre 3 et 4, et un troisième contact entre 4 et 5. Ce qui fait le nombre, il est impair maintenant, donc l'entrée et la sortie tournent dans le sens contraire. Autrement dit, le rôle de la roue 4, la roue folle, c'est seulement d'inverser le sens de rotation. Autre exemple, je termine par cet exemple-là. Alors ici, vous avez l'entrée Z1, Z2, Z3 qui entraîne une couronne. Pour le rapport global, il n'y a pas de problème. Z motrice sur Z réceptrice, donc Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4. Donc c'est bon pour le rapport. Maintenant, pour le sens. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, faites attention à la symbolisation. Si je vais compter le nombre de contacts extérieurs. Ici, j'ai un contact extérieur. Ici, j'ai un contact intérieur. Or, ici, on a dit, on désigne par n le nombre de contacts extérieurs. Donc, dans ce cas-là, n égale à 1. 1, c'est impair, donc l'entrée et la sortie tournent dans le sens contraire. Rendement, couple et puissance. Alors, rendement, je rappelle que dans une transmission de puissance, le rendement de la transmission est le quotient de la puissance à la sortie PS par la puissance à l'entrée PE, c'est-à-dire rendement égal à PS sur PE. Si la transmission est supposée sans frottement, ça veut dire une transmission parfaite. Donc on sait qu'elle n'existe pas, mais on peut supposer que la transmission est sans frottement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une perte de puissance. Donc la puissance à la sortie serait égale à la puissance à l'entrée. Ce qui fait, si je fais le quotient, je vais trouver le rendement égal à 1. Donc la puissance à la sortie égale à la puissance à l'entrée. Relation entre puissance et couple transmissible. Je rappelle que la formule qui lie la puissance et le couple transmissible, c'est P égale à C fois oméga. La puissance égale le couple fois oméga. Avec oméga, c'est la vitesse angulaire, donc qui est liée à la vitesse de rotation par la formule oméga égale à 2πn sur 60. Le 60 ici, pourquoi? Parce que oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Ça, c'est en radians par seconde. Et n, elle est en tours par minute. Donc, pour faire la conversion minute-seconde, on divise par 60. Donc, à la fin, P égale à C fois oméga et oméga égale à 2πn sur 60. Relation entre le rapport et couple.
Quelle est la relation entre le rapport de transmission d'un train d'engrenage et le couple? Je rappelle le couple, معناها قوة التدوير. Donc, si je prends cette formule, le rendement égal à PS sur PE, et je développe un peu, P, je la remplace par C fois oméga, j'aurai CS oméga S, CS oméga S, c'est la sortie, sur CE oméga E. Je remplace oméga par 2πn sur 60, je simplifie par 2π sur 60, je trouve CSNS sur CENE. Je remarque ce NS sur NE, N sortie sur N entrée, qu'on a vu tout à l'heure, c'est le rapport. Donc, CS sur CE fois le rapport. Enfin, si je tire le rapport, je trouverai R égale le rendement fois le couple d'entrée sur le couple de sortie, la relation qui lie le rapport et les couples. Voilà, donc ça c'est pour le rappel des formules. Application. Alors, première application, je l'ai tirée du sujet de bac 2012, session principale. Le sujet s'intitule Panneaux solaires. Ici, vous avez le QR code. Donc, si vous voulez me suivre en direct, vous n'avez qu'à scanner avec vos téléphones ce QR code et vous aurez directement le lien de téléchargement du sujet de bac. Alors, rapidement, dans ce sujet-là, on a posé un problème au niveau des panneaux solaires. Les panneaux solaires, on le sait, donc c'est pour convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Donc la partie mécanique qui nous intéresse, l'objet d'étude, c'est le mécanisme de pivotement. On sait que le panneau doit suivre l'orientation du soleil pendant toute la journée, donc il y a un mécanisme qui fait pivoter le panneau solaire. C'est un mécanisme qui s'approche un peu du vérin des paraboles, si vous voulez. Alors, on dispose ici des données dans le dossier technique. Le dessin d'ensemble, page 5 sur 5. Si je vais vers le dessin d'ensemble, ça c'est le dessin d'ensemble qui a été posé dans le bac. Le dessin d'ensemble représente la motorisation du panneau solaire suivant l'axe de pivotement. Le moteur électrique 25 à deux sens de rotation commande un réducteur à engrenage formé par les roues dentées 1, 3, 4, 5. Alors là, je dois voir sur le dessin d'ensemble. Ça, c'est le moteur 25. Ça, c'est le pignon 1 qui entraîne une roue dentée double à une roue dentée, une grande roue dentée et une petite roue dentée. Donc, 3. 3 va entraîner une roue dentée double aussi, 4. Et 4 va entraîner en rotation une roue dentée 5 qui est encastrée sur cet arbre-là. Et là, il y a une vis sans fin. Et cette vis sans fin va faire tourner la roue dentée qui est 12 dans ce cas-là. Et ça va faire tourner le panneau solaire. Donc, deuxièmement, le montage de la vis sans fin 11 dans le support 10 permet un engrainement sans jeu avec la roue 12, encastrée sur l'axe de pivotement. On peut voir sur le dessin en 3D ici, la vis sans fin 11 qui est montée dans un support 10. Et on nous dit ici que l'engrainement entre 11 et 12 se fait sans jeu. Et enfin, la détection des positions de fin de course est-ouest, parce que le panneau solaire, on a dit, va tourner. Donc la détection des positions de fin de course, quand est-ce que le panneau va s'arrêter, c'est détecté par un mécanisme composé de 2 cams et d'un micro-contact. La détection des positions de fin de course est-ouest est assurée par les 2 cams 23, ici, donc parce qu'ils ont ces formes-là, qui vont actionner les micro-contacts 21. La rotation de ces cams est réalisée par l'ensemble des roues dentées 15, 18, 22, 24. Si je reviens au dessin d'ensemble, les roues dentées, les qalnalium, 15, qui est encastré sur la vis sans fin, 18 c'est cette roue dentée double, ensuite 22, c'est une autre roue dentée double, et enfin 24. Donc, si je résume un peu, ce système possède 2 trains d'engrenage. C'est pourquoi je l'ai choisi. Donc, il y a un premier train d'engrenage de ce côté-là qui entraîne la vis sans fin pour entraîner en rotation le panneau solaire, et un deuxième train d'engrenage ici pour entraîner les cams qui vont détecter les positions de fin de course. Alors, première question qui a été posée dans ce sujet.
compléter le schéma cinématique du mécanisme. On nous a demandé de trouver 3 liaisons. La première liaison, c'est à ce niveau-là. C'est une liaison entre la vis sans fin 11 et ce trait-là qui représente le bâti. Alors, si je vais vers le dessin d'ensemble, je cherche la liaison entre la vis sans fin 11 et le bâti. Je remarque la présence de 2 coussinets sur la vis 11, entre la vis 11 et le bâti. Les coussinets ici, leur rôle, c'est d'assurer le guidage en rotation. Donc, je conclus que la liaison, c'est une liaison pivot. Donc, ici, on a une liaison pivot. La deuxième liaison, c'est à ce niveau-là, entre le pignon 15 et la vis sans fin 11. Entre le pignon 15 et la vis sans fin 11. Je remarque la présence d'une clavette, d'un épaulement et d'un anneau élastique. Donc, je conclus que le pignon, il est encastré sur la vis 11. Donc, la liaison à ce niveau-là, c'est une liaison pivot. Ensuite, c'est une liaison encastrement, pardon. Ensuite, la dernière liaison, c'est entre la roue dentée double 22 et cet axe-là qui appartient au bâti. Je vais chercher la pièce 22. Alors, 22 ici. L'axe, il est là qui est lié au bâti. Je remarque la présence de 2 roulements à aiguille à ce niveau-là. Les roulements, c'est pour guider en rotation. Donc, je conclus que la liaison entre la roue et cet axe qui est fixe avec le bâti, c'est une liaison pivot. Donc, à ce niveau-là, on a une liaison pivot. Voilà pour la première question. Deuxième question. Complétée par les noms et les repères des pièces qui assurent la transmission du mouvement de rotation de l'arbre du moteur 25 au panneau solaire. De l'arbre du moteur jusqu'au panneau solaire qui est entraîné ici, à ce niveau par la roue 12. Le moteur 25 va entraîner le pignon moteur 1 et on me demande de chercher la suite de la chaîne cinématique jusqu'à arriver au panneau solaire. Donc, j'ai besoin du dessin d'ensemble. Alors, je vais agrandir. Ça, c'est le moteur. Il va entraîner ici le pignon 1. Le pignon 1 va entraîner la roue dentée double 3. La roue dentée à ce niveau-là, un petit pignon avec la roue dentée 3, donc va entraîner la roue dentée 4 qui est aussi double. Donc ce pignon-là va entraîner en rotation. Cette roue-là, c'est la roue 5. La roue 5, je remarque qu'elle est encastrée par une clavette, une rondelle et un écrou, donc sur la vis sans fin 11. Et la vis sans fin 11 va entraîner la roue dentée, cette roue dentée qui est 12. Donc la suite de la chaîne cinématique, moteur 1, 3, 4, 5, 11 et enfin 12. Donc, moteur 25, pignon moteur 1, roue dentée double 3. Alors attention, une petite remarque s'il vous plaît, pour les sujets de bac, pour ce type de questions, il faut mettre le nom et le repère. Sinon, vous aurez la moitié de la note. Donc, il faut indiquer toujours le nom et le repère. Vous revenez à la nomenclature, vous prenez le nom et le repère. Donc, roue dentée double 3, roue dentée double 4, on a dit. Ensuite, la roue dentée 5, la vis sans fin 11, la roue dentée El Fouqanaya 12 et le panneau solaire. Pour la troisième question, indiquez le rôle des 2 ressorts 13. Si je reviens au dessin d'ensemble, les 2 ressorts 13, le repère 13, il est là. Donc, il indique ces 2 ressorts-là. Donc, j'essaie d'un peu d'analyser la situation. 2 ressorts qui sont montés comprimés, ils se trouvent entre le support et le bâti. Entre le support de la vis et le bâti. Et si je reviens vers la description du fonctionnement, alors regardez bien, le montage de la vis sans fin 11 dans le support 10 permet un engrainement sans jeu avec la roue 12. N'oubliez pas que vous êtes sur un sujet de bac.
Donc, toutes les indications dans le dossier technique sont très importantes. Parfois, des réponses dans les sujets se trouvent devant vous, dans le dossier technique. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit ici. Le montage de la vis sans fin 11. 11, elle est là. Dans le support 10, et c'est pourquoi d'ailleurs il a donné un 3D ici pour comprendre un peu le phénomène. Donc, dans le support 10, le montage de la vis sans fin 11 dans le support 10, je remarque ici les ressorts. Donc, permet un engrainement sans jeu avec la roue 12, encastrée sur l'axe de pivotement du panneau solaire. Donc, je conclus que les ressorts sont en train de pousser vers le haut le support. Le support va pousser avec lui la vis 11 pour assurer un contact permanent entre 11 et 12. Donc, pour ne pas avoir un jeu entre les roues dentées, c'est pour éviter les vibrations, etc. Donc, la réponse, elle est indiquée ici. Pour la question suivante, quel est le rôle des cams 23 ? C'est presque la même remarque. Si je reviens vers la description du fonctionnement, alors, regardez bien l'indication qui est à ce niveau-là. C'est toujours le dossier technique. La détection des positions de fin de course, est-ouest, est assurée par les deux cams 23. Par les deux cams 23, qui actionnent les micro-contacts 21. Donc, la question dit, par quoi est assurée la détection des positions de fin de course? Donc, la réponse, elle est là. La détection est assurée par les deux cams. Voilà, quel est le rôle des deux cams? C'est la détection des positions de fin de course. Détecter les positions de fin de course est-ouest en actionnant les micro-contacts. C'est une réponse qui se trouve sur le dossier technique. Question suivante. Alors là, on est en train dans le vif du sujet. L'objectif maintenant, l'objectif de l'étude est de déterminer la valeur de l'angle préréglé bêta entre les deux cams 23 qui agissent sur les micro-contacts 21 pour régler les positions limites est-ouest. Alors, c'est la même chose que la parabole. La parabole, elle a deux positions extrêmes. On cherche à trouver l'angle qu'on doit régler entre les cams qui vont actionner les micro-contacts. Donc, à quel angle on doit régler cette différence entre ces deux cams-là? Donc, bien sûr, là, on aura une succession de questions, parce que généralement, dans les questions dans les sujets de bac se succèdent et ils sont reliés. Regardez bien la première question. Calculer le rapport R1 entre le moteur et la vis sans fin 11. Entre le moteur et la vis sans fin 11. Donc, je vais utiliser le premier train d'engrenage. Donc, 1, 3. Alors, la roue dentée 3, elle est double, donc fait à 3' ou 3, 4, 4' et 5. Donc, je vais utiliser ce train d'engrenage pour arriver à la vis sans fin 11. J'applique la formule de tout à l'heure qu'on a vue. Le rapport global égale produit des Z motrices sur produit des Z réceptrices. J'aurai 1 motrice, 3' réceptrice, donc Z1 sur Z3', fois Z motrice 3, Z réceptrice 4, ensuite 4' sur 5. Donc, R1 égale à Z1 sur Z3', Z3 sur Z4, Z4' sur Z5. Les données, donc j'ai tous les nombres dedans des roues. Donc l'application numérique, ça donne un rapport 0,015. Je profite pour vous donner une petite remarque. Alors s'il vous plaît, dans les sujets de bac, essayez toujours d'écrire le rapport sous forme de quotient. Pourquoi? Pour avoir les valeurs dans la suite des questions, des valeurs exactes. Parce que parfois on fait une application numérique et on trouve des virgules, on ne peut pas prendre toutes les virgules. Donc on va se contenter de 2 ou bien 3 chiffres après le virgule. Donc il vaut mieux mettre toujours le rapport sous forme de quotient. Donc on a calculé le rapport R1. Maintenant on nous demande de calculer la vitesse de rotation de la vis sans fin 11. À quelle vitesse va tourner cette vis sans fin? Sachant que le moteur, il tourne à 3000 tours par minute. Ce moteur-là tourne à 3000 tours par minute. Alors pour calculer la vitesse, j'applique la formule que l'on a vue tout à l'heure. R global égale N sortie sur N entrée. N sortie sur N entrée. N11 sur Nm. Donc R1 égale à N11 sur Nm. Je peux tirer N11, R1 fois Nm. R1 3 sur 200, Nm égale 3000. L'application numérique nous donne 45 tours par minute. Regardez bien la réduction de vitesse qui a été réalisée. Le moteur tourne à 3000 tours minute. La vis sans fin tourne lentement à 45 tours par minute. Comparez le sens de rotation de la vis sans fin 11 par rapport au sens de rotation du moteur. Bon, en fait, c'est une question que j'ai ajoutée, elle n'a pas été posée dans le bac, mais j'ai voulu profiter du sujet. Si je veux comparer la rotation du moteur, si ce moteur tourne dans un sens, est-ce que la vis va tourner dans le même sens ou le sens inverse? On a dit tout à l'heure qu'il suffit de voir combien on a de contacts extérieurs. Alors, on a un premier contact ici entre 1 et 3',
Je vais compter le nombre de contacts. Donc, un premier contact ici, un deuxième contact entre 3 et 4, et un troisième contact ici entre 4' et 5. Alors, 1, 2, 3, ça fait 3, c'est un nombre impair. Donc, la vis 11 va tourner dans le sens inverse que le moteur. La question suivante, calculer le rapport R2 entre la vis sans fin 11 et la roue dentée 12. Le rapport entre la vis et la roue dentée. Donc j'applique la même formule, mais je vais m'intéresser maintenant à ce réducteur, composé d'une vis et d'une roue. J'applique la formule R égale Z motrice sur Z réceptrice, voilà Z menante sur Z menée, 11 menante, 12 menées, donc Z11 sur Z12. Application numérique, Z11 est 1, Z12 est 60, ça nous donne 1 sur 60. C'est toujours sous forme de quotient. Calculer la vitesse de rotation de la roue dentée 12. À quelle vitesse va tourner maintenant la roue dentée 12? Celle qui va te faire tourner le panneau solaire. Étant donné que je connais la vitesse de rotation de 11, on l'a calculé tout à l'heure, 45 tours par minute, et j'ai le rapport entre 11 et 12, donc j'applique la formule R égale à N sortie sur N entrée. Sortie c'est 12, l'entrée c'est 11. N12 sur N11, je peux tirer N12. R2 fois N11, ça nous donne 1 sur 60, multiplié par 45 qu'on a trouvé tout à l'heure, ça nous donne 0,75 tours par minute. Alors c'est fameux parce que le moteur tourne à 3000 tours par minute, le panneau solaire tourne à 0,75 tours par minute. C'est normal parce qu'il va suivre, si vous voulez, l'orientation du soleil, donc il doit tourner lentement. Ensuite, la question suivante. Déterminer le nombre de tours effectués par la vis sans fin 11 correspondant à un angle de pivotement alpha égale 216 degrés. C'est une question qui a posé pas mal de problèmes pour les élèves, cette question exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une question de conversion. Regardez, c'est une question très intéressante parce qu'on nous demande de faire quoi? C'est de calculer le nombre de tours effectués par la vis pour que le panneau solaire tourne 216 degrés, ce qui correspond à toute la course totale. Qu'est-ce qu'on a pour faire tourner le panneau solaire? On a un engrenage, donc on va appliquer les formules d'engrenage. Je m'intéresse à ce réducteur toujours. Donc, en fait, si je connais N12 et je veux déterminer N11, je m'intéresse à ce réducteur, je vais appliquer la formule du rapport N sortie sur N entrée. Une petite remarque, R est égal à N sortie sur N entrée. Tout à l'heure, on parlait de la vitesse de rotation. Maintenant, on peut parler de nombre de tours, c'est la même chose. Donc, je peux faire N sortie sur N entrée, mais regardez, j'ai indiqué N en minuscule, parce que N, ça veut dire, petit n, ça veut dire c'est le nombre de tours. Grand N, c'est la fréquence de rotation. Mais c'est la même formule. R2 égale un nombre de tours de 12 divisé par nombre de tours de 11. N sortie sur N entrée. Je vais tirer maintenant N11. Alors, ça va me donner N11, donc on va passer de ce côté, R2 de ce côté, N11 égale à N12 sur R2. Le problème, où est-ce qu'il est? R2, je l'ai calculé. Par contre, N12, alors il ne m'a pas donné N12, mais il m'a donné l'angle de 116 degrés. Donc l'idée c'est quoi? C'est de convertir cet angle en tour. Qu'est-ce que je sais? 360 degrés, ça correspond à un tour. Alors il suffit de chercher 216 degrés, ça fait combien de tours? Tout simplement. Donc ça va donner la règle de 3, N12 égale 216 fois 1 divisé par 360, ce qui nous donne 0,6 tours. Donc la roue 12 va faire 0,6 tours, pardon. Donc, il suffit maintenant de trouver N11, 0,6 divisé par R2 qu'on a trouvé tout à l'heure, 1 sur 60, ce qui nous donne 36 tours. C'est-à-dire, la vis va tourner 36 fois pour que la roue 12 fait un angle de 216 degrés qui correspond à 0,6 tours. La question suivante, déterminer l'angle de pré-réglage. C'est l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à calculer cet angle-là. Alors là, il faut penser un peu de quoi on dispose et qu'est-ce qu'on veut trouver. On dispose du nombre de tours de 11. Et on cherche à déterminer l'angle bêta, l'angle des câbles. Les câbles sont entraînés par cet arbre de sortie. Donc l'entrée c'est 11, la sortie c'est l'arbre qui entraîne les câbles 23. Je vais utiliser le deuxième réducteur qui est là. Donc je vais appliquer la même formule Z motrice sur Z réceptrice, puisque j'ai un train, donc produit des Z motrices sur produit des Z réceptrices. On a Z15 qui entraîne Z18. Z18' motrice, Z22 réceptrice, Z22' motrice, Z24 réceptrice. La formule R3 égale à Z15 sur Z18, le premier couple, le deuxième couple 18', 22, 18' menante, 22 menée, et 22' sur 24. L'application numérique, vous disposez des nombres dedans, ça vous donne un rapport de 1 sur 45.
Alors, je vais chercher le nombre de tours à la sortie. Ensuite, je vais le convertir en angle, tout simplement. Donc, le rapport égale à n sorties, je l'ai appelé n23 divisé par n entrées. Donc, je vais tirer n sorties. Donc, n23 égale à R3 fois n11. 1 sur 45 fois 36. 1 sur 45, c'est le rapport. 36, c'est la valeur du nombre de tours de 11 qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça nous donne 23 va faire 0,8 tours. Alors, qu'est-ce qu'il suffit pour répondre à la question? Il veut savoir l'angle en degrés. Donc, il suffit de convertir le 0,8 tours en degrés. Règle de 3, 1 tour, ça correspond à 360 degrés. 0,8 tours, ça correspondra à 0,8 fois 360 divisé par 1. Ça vous donne un angle de 288 degrés. Alors, la deuxième application, ça a été posé dans le sujet de bac 2017, session principale, fauteuil roulant. Vous avez le QR code, vous pouvez prendre vos téléphones, vous scannez le QR code, vous aurez le lien de téléchargement directement. Alors, le sujet de bac en 2017, session principale, un mécanisme ou bien un système très intéressant. Alors, un fauteuil roulant, la partie mécanique, c'est l'entraînement de la roue. Comment se fait l'entraînement de la roue? Il y a ici un motoréducteur, l'objet de notre leçon. En 3D, grosso modo, c'est ça. Il y a un moteur et il y a un train d'engrenage. Donc, en mode de fonctionnement normal, la transmission de la puissance motrice à chacune des deux roues est assurée par un réducteur à deux étages à denture droite, 8, 24, 25, 27. Il suffit d'aller vers le dessin d'ensemble et de voir 8, c'est ça. C'est un pignon arbré. Lorsque je dis pignon arbré, ça veut dire que ce sont des dents qui sont taillées directement sur l'arbre. Ce n'est pas un pignon ou bien une roue rapportée. La roue rapportée, c'est par exemple celle-ci, parce qu'elle est usinée à part. Ensuite, on la monte et on l'encastre sur l'arbre. Là, c'est un pignon arbré, 8, qui va entraîner en rotation la roue 24. La roue 24 va entraîner l'arbre intermédiaire sur lequel il y a un deuxième pignon arbré. Donc, en fait, vous reconnaissez rapidement les engrenages par les symboles ou bien par la représentation des dentures. Donc là, il y a des dentures. Donc la coupe locale, ça veut dire les dents sont taillées directement sur l'arbre. Donc c'est un pignon arbré qui entraîne la roue dentée 27. Et la roue dentée 27, grâce à ce système-là, il y a deux billes qui assurent la liaison en rotation avec l'arbre. Ça remplace le rôle des clavettes. Bon, ça c'est un embrayage, si vous voulez. Ça a été posé dans le sujet. Il y a des questions là-dessus. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que la roue est arrêtée en rotation par les billes par rapport à l'arbre. Donc, lorsqu'elle va tourner, l'arbre va tourner. Et ça, c'est l'arbre sur lequel est montée la roue arrière du fauteuil. Voilà. Donc, ça, c'est l'arbre de sortie. L'entrée, elle est là, la sortie, elle est là, et la roue, elle est montée ici. Alors, au repos, pour des raisons de sécurité, le fauteuil est automatiquement arrêté par deux freins à manque de courant. Et il y avait des questions dans ce sujet-là. Il est très intéressant. Je vous conseille de le travailler. Alors, les questions qui ont été posées. La première question, généralement, ça concerne le schéma cinématique. 4 liaisons à trouver. Première liaison entre l'arbre 25 et le bâti. Si je vais vers le dessin d'ensemble, l'arbre 25 et le bâti. 25, 25, 25, il est là. Et le bâti, il est là. Donc, je remarque la présence de deux roulements. Donc, l'arbre est guidé en rotation par rapport au bâti, ce qui me donne une liaison pivot à ce niveau-là. La deuxième liaison, elle est là, entre la roue dentée 24 et l'axe 25. Entre la roue dentée 24 et l'axe 25. Donc c'est à ce niveau-là, 24 et l'axe 25. La présence d'une clavette pour l'arrêt en rotation, un épaulement pour l'arrêt en translation vers la gauche, un anneau élastique de ce côté pour l'arrêt en translation vers la droite. Donc la roue est complètement liée à l'arbre. C'est une liaison encastrement. Ce qui fait, ici, on a une liaison encastrement. La troisième liaison entre 27 et l'arbre de sortie 30. Entre 27, c'est cette roue, et l'arbre de sortie 30, il y a les deux billes qui jouent le rôle de l'arrêt en rotation, un épaulement et un anneau élastique. Donc c'est une liaison encastrement. Et je profite, puisque le dessin il est devant moi, la dernière liaison, c'est entre l'arbre et le bâti.
et il y a la présence de deux roulements. Donc l'arbre est guidé en rotation par rapport au bâti. Donc il y a une liaison pivot entre l'arbre et le bâti. Donc ici, il y a une liaison castrement. Et la dernière liaison que je viens d'expliquer, c'est une liaison pivot. Alors, la deuxième question, on entre dans le calcul cinématique maintenant. Toujours bien lire les données. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on nous a donné et qu'est-ce qu'on nous demande de trouver. La vitesse maximale du fauteuil imposée par le cahier de charge fonctionnel est Vmax égale à 6 km par heure. Sinon l'ab bichitir من الكرسي. Donc, Vmax 6 km par heure, à ne pas dépasser. Vmax. La puissance nécessaire transmise à la roue pour avancer le fauteuil. Donc, la puissance nécessaire transmise à la roue pour avancer le fauteuil à la vitesse maximale est P roue égale à 140 watts. Il faut avoir une puissance au niveau de la roue 140 watts. Le diamètre de la roue arrière 350 mm. Première question. Déterminer la vitesse angulaire oméga R de la roue arrière. À quelle vitesse angulaire tourne la roue arrière? Qu'est-ce qu'on m'a donné? On m'a donné la vitesse linéaire, V. Alors la roue, c'est une forme circulaire, c'est une forme cylindrique. Donc quelle est la vitesse tangentielle sur un cercle? Le physique, sur un point qui tourne autour d'un cercle. Donc V égale le rayon du cercle fois la vitesse angulaire. C'est le physique. Donc V égale R fois oméga R. Le rayon de la roue fois oméga R. Qu'est-ce qu'on me demande de chercher? Oméga R. Donc oméga R égale V sur R. C'est simple. Attention. Parfois, ça paraît des questions faciles, mais attention. La vitesse a été donnée en kilomètres par heure. Oméga, je dois la retrouver en radians par seconde. Donc V, je dois convertir kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors, je vais le faire. 6 kilomètres, je dois multiplier par 10,3 pour avoir en mètres. Par heure, je dois convertir en secondes. Par, ça veut dire sur. Heure, c'est 3600 secondes. Donc 6 km par heure, si je la convertis en mètres par seconde, ça va donner 6 fois 10,3 mètres divisé par 3600 secondes. Le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc 350 mm. Attention, le diamètre a été donné en millimètres et la vitesse, elle est en mètres par seconde là. Donc je convertis le millimètre en mètres, 350 fois 10 moins 3 divisé par 2 pour avoir le rayon. L'application numérique, la roue arrière tourne à 9,52 radians par seconde. La question suivante, déterminer la vitesse de rotation, en tours par minute bien sûr. Donc puisqu'elle tourne à 9,52 radians par seconde, c'est une question de conversion toujours. Je vais convertir le radian par seconde en tours par minute, par la formule oméga égale à 2πn sur 60. Je vais tirer n, maintenant, la fréquence de rotation, c'est 60 fois oméga divisé par 2π, ce qui me donne 60 fois 9,52 oméga divisé par 2π. Donc ça me donne un résultat 90,9 tours par minute. Attention, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la vitesse de rotation de la roue. Dans quel cas? On a utilisé dès le début la vitesse maximale. Ça veut dire ça, c'est la vitesse de rotation maximale de la roue, à ne pas dépasser. N'oubliez pas ça parce que une question va être posée à propos de ça. Donc, oméga, ta'adina l'N, 1000 radians par seconde, nous avons N en tours par minute. On passe. Déterminer le rapport global. Alors, on a un réducteur. Alors, ça, c'est l'objectif de la leçon. Produit des aides motrices sur produit des aides réceptrices. Je remarque ici que 8, le pignon arbré 8, motrice ou bien menante. La roue 24, menée. Donc, Z8 sur Z24. Et le deuxième rapport, Z25, c'est un pignon arbré, sur Z27. Donc, le rapport global égale produit des aides motrices 8 et 25, les réceptrices 24 et 27. Pour avoir le nombre de dents, attention, parfois dans les sujets de bac, vous êtes obligé d'aller vers la nomenclature pour trouver le nombre de dents. Voilà. Par exemple, ici, 25, nombre de dents de 25, c'est Z égale à 12, module M égale à 2. Donc attention, parfois les données sont données sur la nomenclature. Donc j'ai cherché sur la nomenclature Z8, Z25, etc. J'ai trouvé les valeurs, j'ai fait le calcul, je trouve un rapport 3 sur 80. La question suivante. Déduire dans ce cas la vitesse de rotation maximale du moteur. À quelle vitesse tourne le moteur?
qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse à la sortie et le rapport global. Application de formule du rapport global égale à n sortie sur n entrée. N sortie sur n entrée, le rapport global. Donc je peux tirer n moteur, puisque j'ai n sortie, n de la roue. Donc n moteur égale, ça passe de l'autre côté, l'RG ici, ça donne nr sur RG. Donc 90,9 divisé par 3, 80, ça nous donne le moteur tourne à 2400 tours par minute. Ça, c'est la vitesse maximale de la roue, donc ça, c'est la vitesse maximale de l'arbre. Donc l'arbre doit tourner à 2400 tours par minute pour que la roue tourne à 90,9 tours par minute. Sachant que le rendement du réducteur est rendement égal à 0,72. Quelle est la puissance minimale que le moteur produit pour l'avancement du fauteuil? Quelle est la puissance du moteur ici? Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a la puissance au niveau de la roue. Et on a vu tout à l'heure dans le rappel que le rendement égale à P sortie sur P entrée. On dispose de P sortie. Et on nous demande de calculer P entrée. J'applique la formule rendement égale à P roue sur P minimale du moteur. Je vais chercher la puissance minimale du moteur. Donc P roue sur le rendement, ce qui me donne 140 watts divisé par 0,72. Le moteur doit avoir au minimum 194,4 watts. Ce moteur-là doit avoir au minimum 194,4 watts. Dernière question, elle est généralement posée dans les sujets de bac. L'objectif, c'est quoi? C'est de choisir le moteur. Donc, en se référant au tableau de la page 6 sur 6, choisir le type du moteur qui convient le mieux. Donc, on nous a donné un tableau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Il y a différents types de moteurs, puissance utile, vitesse, couple, rendement, tension. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé la puissance minimale du moteur. On a dit 194,4 watts. Les puissances sont données en kilowatts. Donc, il faut multiplier par 10,3. Par exemple, 0,15, ça veut dire 150 watts. Moi, j'ai besoin de 194,4 watts minimum. Donc, toutes ces valeurs-là ne me correspondent pas. Donc, je vais commencer par 0,2 kW, ça veut dire 200 watts. Ça me suffit ici. Je vais voir maintenant pour la vitesse. Ce moteur qui a une puissance de 0,2 tourne à 2500 tours par minute. Or, moi, j'ai besoin seulement de 2400. Donc, ça me convient. Donc, le bon moteur, c'est le MBT 82M. Donc, le moteur qui convient le mieux est le MBT 82M pour répondre. Et troisième application, en fait, j'ai choisi 3 applications pour des réducteurs parce que la première application, c'est, on a vu 2 trains d'engrenage. La deuxième application, c'est comment on vérifie une condition de cahier de charge. Et la troisième application, c'est le sujet de bac 2018, session contrôle. Toujours le QR, si vous voulez, vous scannez le QR. Donc, système de production de film en plastique. Alors, j'ai choisi ce système-là parce qu'il y a un détail que je veux attirer votre attention à propos de ce détail-là. Donc, ici, la partie, le système, ça s'appelle un système de production de film en plastique. Ce qui nous intéresse, c'est l'objet d'étude en mécanique. Il y a un moteur réducteur qui entraîne un pignon, et un pignon va entraîner une chaîne, et la chaîne va entraîner un système, un axe porte-mandrin. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Je m'intéresse seulement au moteur réducteur. Le dessin d'ensemble qui a été posé, c'est celui-là. Alors, une première vue globale sur le système. Je remarque le moteur. J'identifie un accouplement à ce niveau. Ça, c'est l'arbre d'entrée. Il y a des engrenages et il y a un engrenage intérieur. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce système-là, pour faire la différence entre un engrenage extérieur et un engrenage intérieur, parce que parfois, ça vous pose des petits problèmes à ce niveau. Donc, je reconnais l'engrenage extérieur, je reconnais l'engrenage intérieur, je dois faire attention au niveau de l'engrenage intérieur. Ça, c'est l'arbre de sortie, ça, c'est le pignon qui va tourner à la fin pour entraîner la chaîne. Les questions, toujours, on commence par les liaisons. Donc, la première liaison, c'est entre l'arbre d'entrée et le bâti. Si je vais vers le dessin d'ensemble, la première liaison, c'est entre l'arbre et le bâti. Donc, je vais faire vite pour ne pas avoir de problème avec la touche. Donc, entre l'arbre et le bâti, j'agrandis, je remarque la présence de 2 roulements. Donc, il s'agit d'une liaison pivot. Donc, on a un guidage en rotation à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième liaison sur le schéma, ça concerne cette partie-là. Entre la roue dentée 15 et l'arbre intermédiaire 12. Je remarque la présence d'une clavette, d'une rondelle frein, d'un écrou en coche, et il y a la bague intérieure du roulement qui fait obstacle à gauche. Donc la roue dentée est encastrée sur cet arbre-là. Et la troisième liaison, c'est à ce niveau-là, entre la couronne
et l'arbre de sortie, clavette, rondelle, écrou et un obstacle à gauche. Donc ça donne une liaison encastrement. Et la dernière liaison, c'est entre l'arbre de sortie et le bâti. 2 roulements, donc liaison pivot. Alors la première liaison, donc on a dit ici, on a trouvé 2 roulements, donc ça nous donne une liaison pivot. Ici à ce niveau-là, on a trouvé la clavette et la rondelle et l'écrou, donc ça nous donne une liaison encastrement entre la roue et l'arbre. L'arbre est guidé en rotation par rapport au bâti, donc on a une liaison pivot. Et enfin, l'arbre de sortie est guidé aussi par rapport au bâti par 2 roulements, donc ça nous donne une liaison pivot. Alors les questions maintenant pour la partie cinématique, l'objet de notre leçon. C'est très intéressant cet exercice. Alors on nous a donné quoi? La vitesse maximale de translation de la chaîne. La vitesse maximale, ça veut dire à ne pas dépasser. L'étude suivante consiste à vérifier cette condition parce que le cahier de charge a imposé que c'est une vitesse maximale. Qu'est-ce qu'on nous donne? La vitesse de rotation du moteur, 720 tours par minute. Le nombre de dents de 15 et 32, le premier couple qui est là. Le module de 15 et 32, le rapport de transmission entre 12 et 36, ça veut dire le deuxième couple. Attends, on a le rapport Bark ou le module. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de calculer Z12 et Z36, le nombre de dents de 12 et 36. Alors là, vous remarquez qu'on pose la question à propos de 2 inconnus. Mathématiquement, par un système d'équations. Donc il faut avoir 2 équations. Normalement, les 2 équations, c'est l'anthrax et le rapport. Le rapport, je le vois bien qu'il est donné. Par contre, l'anthrax, qu'est-ce que je vais faire à propos de l'anthrax? Je rappelle que entre axes, entre les axes, l'axe de 12, c'est cet arbre-là. L'axe de 36, c'est cet arbre-là. Donc je parle de cette distance. L'axe de 15, c'est cet axe-là. C'est le même arbre intermédiaire. L'axe de 32, c'est l'axe de l'arbre d'entrée. L'arbre d'entrée, il a un emboîtement à ce niveau-là avec l'arbre de sortie. Donc ils sont dans le même prolongement. D'ailleurs, on peut vérifier si ça se passe bien sur le dessin d'ensemble. Voilà. Où est-ce que c'est? Voilà, à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'arbre d'entrée, ça, c'est l'arbre de sortie. Vous remarquez ici qu'il y a un emboîtement. Ici, à ce niveau-là, un emboîtement cylindrique. Ça veut dire l'axe de l'entrée et l'axe de la sortie sont sur le même prolongement. Ce qui fait la distance entre les 2 axes, entre l'arbre d'entrée et l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie, c'est la même distance. Alors, je vais profiter de ça. Dans quel sens? Puisque on m'a donné Z15 et Z32, je peux calculer l'anthrax entre 15 et 32. Et ensuite, je vais conclure que c'est le même anthrax. Et comme ça, j'aurai la deuxième équation donnée l'anthrax. Donc voilà comment je vais faire. Je vais commencer par dire que l'anthrax est le même. A1532 égale à A1236. Ensuite, l'anthrax de 1532, là il s'agit d'un engrenage extérieur. La formule c'est M facteur de Z plus Z sur 2. Vous l'avez déjà vu dans le cours de l'engrenage. Les formules de l'engrenage, vous les connaissez déjà. Donc M facteur de Z plus Z sur 2, Z pignon plus Z roue sur 2. Je peux calculer la valeur de l'anthrax. Atani Z15 ou Z32 ou le module, faut donner. Donc 2 fois 40 plus 20 divisé par 2, ça me donne un résultat de 60 mm. Alors, maintenant je sais là, cette distance-là. Je vais calculer maintenant, je vais mettre le système, mon système. Alors là, c'est pourquoi j'ai choisi cet exemple-là, pour vous dire attention, là il s'agit d'un engrenage intérieur, donc la formule de l'anthrax, c'est M facteur de Z moins Z. Z roue moins Z pignon. Z roue moins Z pignon. Attention, ne faites pas la bêtise, Z pignon moins Z roue. Ça vous donne un anthrax négatif. Donc faites attention, quelle est la grande roue et quelle est la petite roue. Donc ça vous donne M facteur de Z36 moins Z12 divisé par 2. La deuxième formule, qu'on a le système anthrax rapport, Z motrice sur Z réceptrice, Z12 sur Z36. Et là, c'est une résolution mathématique. Première chose, je vais faire 2A sur M. 2A sur M égale à Z36 moins Z12. Et je vais tirer Z12 égale à RZ36. Et par substitution, c'est-à-dire Z12, je vais la mettre ici. Je vais mettre RZ36 qui remplace Z12. 2A sur M égale à Z36 moins
R, Z12, Z36. J'ai remplacé ça ici. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, maintenant je peux mettre Z36 en facteur, puisque j'ai ici Z36, ici j'ai Z36. Ça va me donner 2A sur M égale à Z36, facteur de 1 moins R. Si je multiplie ici, si je fais le développement, Z36 fois 1, ça va donner Z36. Si je fais Z36 fois R, donc ça va me donner le deuxième terme. Et voilà, je peux tirer Z36 égale à 2A sur M sur 1 moins R. C'est-à-dire, 2A sur M, facteur de 1 moins R. La deuxième équation, Rekha. Je fais faire l'application numérique. Z36 égale A, on a 2 fois 60, on l'a calculé tout à l'heure. M donné, R donné. Donc l'application numérique, Z36, ça donne 64 dents. Je reviens à cette équation. Z12 égale à R fois Z36. 1 quart fois 64, ça va me donner 16 dents. Alors, deuxième question. Calculer le rapport global du réducteur RG. Le rapport global. Produit des aides motrices sur produit des aides réceptrices. Motrice lourde à 32, réceptrice 15, Z32 sur Z15. Et le deuxième rapport, Z12 ou Z36. Donc, Z32 sur Z15 fois Z12 sur Z36. On a les deux Z, l'oulanine. On a les deux Z inconnus. Donc, on peut calculer le rapport global. On a 1/8. Question. En déduire la vitesse de rotation du pignon 4. RG égale à N4 sur NM. N sortie sur N entrée. Je peux tirer N4 égale à RG fois NM. RG 1/8, NM 720, donné. Je trouve un résultat de 90 tours par minute. Le moteur tourne à 720, la sortie tourne à 90 tours par minute. Alors, question suivante. On donne le diamètre du pignon 4, D égale à 130 mm. Le pignon, il est là. Donc, on m'a donné le diamètre et on me demande de calculer la vitesse de translation de l'axe porte-mandrin. La vitesse de translation, ça veut dire la vitesse linéaire. Donc, un élément qui tourne et je veux calculer la vitesse linéaire. La formule, c'est V égale à R fois oméga. Quel oméga? Il faut toujours le préciser. Oméga 4, c'est l'oméga de la sortie. Donc, lorsque je vais remplacer oméga, c'est 2πn sur 60. Le R, c'est le diamètre sur 2. Donc, normalement, je peux faire le calcul. Attention à l'unité. D en millimètres. Et je veux calculer la vitesse en mètres par seconde. Donc, 130 fois 10 moins 3 divisé par 2. Fois 2π fois 90 sur 60, ça me donne une vitesse linéaire de 0,612 mètres par seconde. La dernière question, est-ce que la condition du cahier de charge est respectée? Voilà l'objectif. Vitesse maximale 0,7 mètres par seconde, c'est imposé par le cahier de charge. Notre calcul a donné 0,612 mètres par seconde, donc on n'a pas dépassé la valeur maximale. Autrement dit, la condition est respectée car il m'a demandé de justifier V égale à 0,612 inférieur à Vmax qui est 0,7 mètres par seconde. Donc voilà pour cette première partie. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour traiter la deuxième partie qui est la transmission par boîte de vitesse. Je vous remercie.